Salut, c'est Léon Marchand et vous êtes sur Click. Dans le bassin, un lycéen de 16 ans enchaîne les longueurs. Je déteste perdre déjà, j'ai juste envie de gagner, du coup ça me motive quoi. Unbelievable swim there from Léon Marchand. Léon Marchand a soif d'entraînement, de titres, de podium. Il fait partie des 3 meilleurs nageurs de la planète cette saison. C'est pas mal de faire le premier Français à ramener 3 médailles. Ouais, c'est pas mal, ouais. Juste ça. Léon Marchand, champion du monde. Je sais ce que j'ai fait dans l'eau, je sais ce que j'ai fait en termes de performance, mais c'est vrai que j'ai pas encore, je pense, touché les pieds sur terre encore. Ce qui compte, plus que le résultat, c'est de prendre du plaisir. Bienvenue dans Click. Bonjour. Ça va bien? Ça va, nickel. Je suis très content de te recevoir. Merci beaucoup d'avoir choisi Click pour ta première prise de parole depuis les JO. On est très touchés que tu sois chez nous. J'aime beaucoup les valeurs que tu représentes, ce que tu défends et tout ce que tu as apporté au pays pendant ces JO. C'est énorme, on va en parler. J'ai une question d'abord très simple, parce que j'ai lu, écouté quasiment tout ce que tu as dit. Est-ce qu'il faut s'aimer pour gagner ou gagner pour s'aimer? Il faut s'aimer pour gagner. Moi, je pense que je suis arrivé aux Jeux Olympiques. J'étais une personne différente de 3 ou 4 ans avant. J'ai réussi à construire ce que j'avais envie de construire et je m'aimais profondément. Donc je pense que j'avais déjà gagné. Je n'avais pas besoin de médaille pour ça. Comment est-ce que tu as appris à t'aimer? Est-ce que ça s'apprend? Ou est-ce que c'est inné? Ça prend du temps d'ailleurs. C'est pas comme ça. Il y a des personnes qui ont plus de mal à le faire que d'autres. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec mon coach mental depuis le Covid pour ça. À l'époque, j'avais un peu l'impression que j'avais envie d'être quelqu'un d'autre. C'est plus le cas. Mais ça fait déjà 1 ou 2 ans, déjà, je me sens mieux dans ma peau. J'ai envie de faire mon propre chemin, d'être mon Léon à moi. Donc, c'est un peu différent, ouais. T'avais envie d'être qui? Ce que je fais en ce moment. Ce que j'ai fait depuis 3 ans, de partir aux États-Unis, de découvrir des trucs, de parler d'autres langages, de rencontrer d'autres gens, de prendre des chemins peut-être un peu hors piste, pas forcément les plus adaptés de base, d'avoir mes propres règles et de kiffer. Quand tu dis j'avais l'impression de vouloir être quelqu'un d'autre, c'était quoi? C'était le rapport à la victoire, aux médailles, à la carrière? Non, c'était vraiment en termes d'amour de soi. J'avais l'impression que j'avais du mal à faire des décisions. Je essayais de ressembler à d'autres personnes. Je ne m'étais pas vraiment trouvé moi-même dans ce que je faisais, dans ce que je faisais dans l'eau, dans ce que je faisais dans ma vie de tous les jours. Donc ça a bien changé. Le mental, c'est très important. Comment est-ce que toi, tu as compris que c'était un sujet fondamental? Alors pour moi, c'est venu par mon sport, parce que en fait, j'avais moins le sourire quand j'arrivais à l'entraînement et que j'essayais de nager, mais j'avais plus de plaisir. C'est venu comme ça au tout début. Après, la santé mentale, c'est public maintenant. C'est pas qu'avec le sport. Mais en tout cas, moi, le sport, ça m'a permis de pouvoir m'exprimer, de m'aimer de plus en plus aussi. Mais j'ai beaucoup bossé là-dessus. Et c'est un sujet qui touche tous les jeunes, je pense. Moi, en tant qu'introverti, c'était pas facile, parce qu'on dit beaucoup de défauts. En général, des gens timides, des introvertis, pas forcément du bien, alors qu'on a des qualités énormes. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui à mon avis, qui s'identifient un peu à moi, parce que je suis comme ça, et je l'ai vécu comme ça, d'ailleurs, même les jeux et tout. J'avais envie de passer ce message, parce que je suis timide, je suis réservé, mais je suis un mec ordinaire, mais je peux faire de grandes choses, donc j'ai envie de faire passer ce message. Moi, je me suis identifié à toi quand tu as dit qu'être introverti, ça permettait de se dépasser dans son travail. Là, on peut se parler tranquille avec 2 caméras, mais tu as vu en coulisses, on est tous les deux des gens très timides. Est-ce que c'est une motivation, ce dépassement? De se dire, si j'ai déjà réussi à dépasser ça, c'est un début de victoire. Ouais, en fait, quand on est introverti, on écoute plus, on est plus attentif à ce qui se passe autour, on parle beaucoup moins, donc l'énergie, il faut bien la mettre quelque part. Moi, c'était l'eau. Je me suis beaucoup exprimé dans l'eau, ça m'a permis vraiment d'utiliser toute cette énergie qui était en moi. Donc oui, je suis timide, j'ai pas changé, je suis toujours comme ça. J'ai appris à vivre avec et j'ai beaucoup de qualités qui viennent de ça. Donc je m'en sers et le dépassement, pour moi, c'est mon objectif principal. C'est pas gagner mon objectif, c'est de me dépasser.
Je prends un exemple, mais par exemple, le 400 mètres 4 nages, si je voulais juste gagner, j'aurais peut-être ralenti sur la fin. J'essaie toujours de me dépasser. J'essaie toujours de battre mes meilleurs temps, de battre qui j'étais hier un peu comme dirait Inoxtag justement dans son reportage, j'y pense. Mais juste être meilleur que la veille, essayer de me dépasser tous les jours. C'est pour ça que je nage. C'est drôle parce que Inoxtag est venu dire des choses comme ça et il a été énormément critiqué sur Internet. Vous avez le même âge, il a 22 ans aussi, il balance des messages ultra positifs. Pourquoi est-ce qu'il y a ce flot de critiques? Je pense qu'il a eu tellement de succès qu'il y a forcément des critiques. Il a touché tellement de monde. Moi, je me suis retrouvé donc, à l'avant-première, il m'a invité pour son docu. Et je suis arrivé dans la salle et j'ai vu qu'en fait, il a touché des générations complètement différentes. Alors, beaucoup de gens entre 20 et 24 ans qui ont vécu avec Internet, qui ont appris d'Internet, mais aussi des sportifs, des alpinistes, des mecs de la montagne, bien sûr, voilà, tous les youtubeurs, des musiciens. Il a touché vachement de monde, donc forcément, il y a des critiques. C'est que c'est aussi un succès. Après, en France, on a aussi peur d'afficher nos ambitions. On a peur de faire passer des messages quand on a beaucoup de succès. Ce qui est assez dommage parce qu'aux US, pour le coup, on n'a pas trop ce problème-là. Mais voilà. Qu'est-ce que tu as appris justement aux États-Unis en tant que sportif par rapport à l'exposition, au fait de pouvoir t'exprimer comme tu avais envie, d'être libre de tes propos? Alors aux US, en fait, ça se fait très rapidement parce que dès qu'on arrive, on est vraiment dans une équipe. On est très bien accueillis. Et tous les week-ends, on va faire des compétitions un peu par équipe, contre une autre université, par exemple. Et la mentalité est tellement différente. On s'y fait très rapidement parce que tout le monde est comme ça. Tout le monde a envie de gagner, même si c'est la série la plus lente de la compétition. Le mec qui va gagner, il va monter sur la ligne, il va célébrer comme s'il avait gagné la finale. C'est un truc vraiment américain et on n'a pas peur de dire qu'on a envie de gagner. Parce que ce qu'il arrive, si on perd, c'est pas grave, c'est qu'un échec. Et on arrive à se relancer. Ils n'ont pas peur de l'échec là-bas. Donc ça m'a beaucoup changé. Donc toi, l'esprit Coubertin, c'est pas quelque chose qui te parle? Si, ça me parle. Moi, je pense que je suis un peu des deux. Forcément. C'est pas facile pour moi parce que quand je suis aux États-Unis, la France me manque. Quand je suis en France, les États-Unis me manquent. Donc j'essaie d'avoir un peu les deux. J'ai les deux côtés positifs parce que j'arrive à faire mon sport et mes études aux US. J'arrive à avoir ma famille en France, manger de la bonne nourriture, écouter de la musique, toute la culture française que j'adore. Donc j'ai les bons côtés, moi. On va parler de musique dans un instant. Tu as 22 ans. Tu as ton palmarès, 20 médailles d'or en championnat de France et championnat du monde. Tu as remporté 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques de Paris 2024, 400 mètres 4 nages le 28 juillet, 200 mètres brasse le 31 juillet, 200 mètres papillon le 31 juillet, 200 mètres 4 nages le 2 août. Il y a 2 extraterrestres en France, il y a Jules et il y a toi. Je pense qu'il a encore aussi. Ouais, Jules machine, hein. Forcément machine de ce qu'il fait, de ce qu'il sait faire. Donc, ouais. Chacune de tes victoires, c'était la folie. On regarde. Alors, on a aussi ici une récompense. C'est pas la médaille d'or, mais dans notre cœur, c'est mieux. Tu vas être le premier Français de la saison à recevoir un homard d'or. Je suis fier de toi. Voilà. Tu as ton homard d'or. Le temps qu'on le fabrique, il sera livré chez toi, mais voilà, tu pourras à tout moment. Incroyable, personne ne va me l'enlever celui-là. Exactement, tu as un homard d'or. Je te parle de homard parce que en fait, vous faites partie des Français qui font rayonner le pays dans le monde entier, en fait. Et vous avez des valeurs communes, et lui aussi, il est aux États-Unis. Est-ce que ce pont, aujourd'hui, il t'apporte des choses? Oui, vachement. Moi, j'ai vraiment un grand merci aux États-Unis. Ils m'ont apporté énormément. Pas forcément que sur le plan sportif. Le fait de m'échapper, d'apprendre autre chose, de pouvoir faire mon sport et mes études à côté, de voyager. Enfin, il y a tellement d'avantages à tout ça. Ça m'a vachement ouvert l'esprit aussi. J'ai vu d'autres mentalités, d'autres cultures. Et quand on parle de Toulouse, à l'autre bout du monde, ça fait toujours plaisir. Donc c'est incroyable de pouvoir faire ça. Mais t'as eu un accueil de dingue à Toulouse. C'était de la folie. Ouais, j'ai vu une fête avec des gens qui avaient des masques avec ta tête et tout. C'est pas un peu chelou? Ça, ouais. Ça, c'était donc chez Tonton, qui est une institution, un bar à Toulouse. Ouais. D'ailleurs, des vidéos qui ont tourné à Tempe, en Arizona, les gens me montraient, ils me disaient, bah ouais, c'est chez Tonton, c'est à Toulouse. C'est chez moi, ouais, c'est ça. donc je suis passé pour dire bonjour, et ouais, c'était une soirée Tonton Marchand, ils ont appelé ça.
C'était génial parce que c'était une très bonne ambiance et les gens sont hyper cool. Tonton Marchand, toujours au cœur du terre-terre. C'est ça, exactement. Il y a quelque chose qui m'intrigue aussi avec ta cadence de travail et d'entraînement, c'est que, bon, on va dire, un travailleur moyen, c'est 35 heures par semaine. Toi, la moitié de ce temps-là, ou même plus, tu le passes dans l'eau. Donc tu ne sociabilises pas et l'être humain a besoin de sociabiliser. Comment est-ce que toi, ça s'imprègne sur toi, cette non-sociabilisation et c'est tout ce temps que tu passes dans l'eau? Ouais, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, on ne sait pas, mais en natation, quand on s'entraîne, on ne peut pas parler. On a des entraînements de 2 heures, 2 fois par jour. Et pendant 2 heures, avec mon entraîneur aux États-Unis, c'est très intense. Donc on a à peine le temps de boire un coup entre les séries et ça repart. Donc il n'y a pas beaucoup de parlotte, pas beaucoup de discussions. En général, la sociabilisation, on la fait surtout quand on part en compétition, quand on voyage, en stage, etc. avec mon groupe d'entraînement. Et pour le coup, aux US, en fait, j'allais en cours avec mes potes qui nageaient aussi. Donc il y avait un peu plus ce côté discussion et amis, en tout cas. Et je suis toujours avec eux toute la journée, en fait. Donc je l'ai vraiment appris là-bas, tout ça. Mais la natation, c'est un sport individuel. Donc c'est important de se dire que derrière le plot, par exemple, en finale aux Jeux Olympiques, je suis tout seul. Il n'y a personne qui va m'aider, il n'y a personne qui va me pousser, qui va me tirer. Donc on s'entraîne aussi à ça tous les jours. Et malheureusement, c'est pas le plus fun. C'est pour ça que c'est très difficile de s'entraîner. Ouais. Est-ce que, quand tu es entouré par la foule, tu as envie de retourner dans l'eau à des moments? Dernièrement? Ouais. Ouais, forcément. Surtout quand j'ai fait les célébrations, par exemple, à Paris ou à Toulouse, où il y avait 70 000 personnes. Au Capitole, il y avait, je crois, 8 ou 9 000 personnes qui scandaient mon nom. Ça me rappelle tout de suite la piscine en feu à la Défense Arena. Ça me donne envie de nager, ça me donne envie de revivre tout ça. Mais c'est une page qui se tourne maintenant. Ça fait déjà 1 mois et demi. J'ai envie de passer à autre chose et d'avoir d'autres projets pour le futur. Moi, ça fait pas longtemps que je nage. Je tiens à dire que j'ai pas attendu la hype des JO pour apprendre à nager, mais j'ai attendu très tard dans ma vie. Et il y a un truc que j'adore avec l'eau, c'est les vibrations. Moi, j'adore la musique dans l'eau et on sent les choses différemment. Est-ce que toi, tu sens d'autres choses? On sent pas mal de choses. Moi, je le dis souvent, alors on me prend pour un fou, mais j'aime bien sentir un peu la densité de l'eau, en fait, quand je fais mon ondulation. Il y a un moment opportun pour sortir de l'eau. Avec la poussée d'Archimède, c'est un espèce de calcul un peu scientifique. Et en fonction de la température de l'eau, la densité et tout, j'ai l'impression que je peux le sentir. Je vais avoir les yeux fermés, je vais savoir exactement où il faut que je sorte de l'eau. En fonction de la piscine. Il y a pas mal de réglages comme ça qu'on pense que ça change rien. Les piscines, c'est toutes les mêmes. En fait, non, il y a des piscines qui sont plus rapides que d'autres. Et je sens pas mal les vibrations, surtout, par exemple, aux Jeux Olympiques. Sur la dernière longueur, par exemple, du 200 papillons, où il y a 15 000 personnes qui crient. Il y avait une vibration incroyable sous l'eau. C'est pour ça que j'essaie de rester vraiment au maximum sous l'eau, parce que c'est une sensation unique. Mais on dirait le haki de One Piece, la façon dont on parle. Ouais, c'est un peu ça. Et je me servais, c'est une énergie qui vient. C'est un peu la même chose. Et c'est vrai que la toute première course, c'était le 400 mètres 4 nages le matin, en série. Et j'ai senti une énergie qui venait même pas de moi, qui venait de toute la piscine, qui me poussait à nager vite, en fait, et à se servir de cette énergie. Et c'était assez fou. Et tu sens, à l'inverse, quand il y a des mauvaises ondes? Oui, en fait, avec mon coach mental, on a vachement préparé tout ça. Et en fait, ça se joue vachement sur l'énergie que je mets dans mon corps, mon carburant. En fait, quand je mets la mauvaise énergie, j'arrive pas à me régénérer, j'arrive pas à nager vite, à me lâcher, à avoir de la vitesse, etc. Quand j'ai des messages positifs en moi, c'est tout de suite une énergie positive. Quand il y a des gens qui m'encouragent, c'est de l'énergie positive. Mais ça peut être aussi écrasant. On l'a bien préparé pour que ce soit vraiment positif et que je puisse m'en servir dans ma course. Écrasant, c'est-à-dire que c'est un amour qui étouffe? Ou de la pression qu'on te met? Non, par exemple, je sais qu'il y a pas mal d'athlètes au Stade de France qui ont eu l'impression que c'était assez écrasant parce qu'il y a beaucoup de pression, on a l'impression que tout le stade nous regarde et qu'il faut absolument faire une belle performance. Moi, je ne l'ai pas senti comme ça. J'ai l'impression que les gens étaient hyper bienveillants et qu'ils voulaient juste me voir nager et kiffer, quoi. Y a quelque chose d'aussi très intéressant, c'est le fait que tu es solitaire, tu es dans l'eau, mais c'est un travail d'équipe. Et j'aimerais te montrer les propos de quelqu'un qu'on a eu dans Click, Pharrell Williams, qui est devenu aujourd'hui le patron d'une grande maison de luxe qui t'habille. J'aimerais qu'on l'écoute. My success is, as is anyone else's, hopefully they realize it, our success is defined by all the people who help you, all the people around you, all of the factors. You know, in the equation, there's an equation for success, and you're only one,
You yourself are only one part of it. There's a constellation of like many contributors to my success. Pharrell Williams dit qu'il y a une constellation de personnes qui t'aident à atteindre le succès. Est-ce que c'est le cas pour toi? Oui, tout le monde, je pense. Tout le monde. Alors moi, j'ai vécu un truc aux États-Unis qui était assez spécial, c'est de nager pour quelque chose qui est plus grand que soi-même, pour une équipe, de rapporter des points, etc., que je n'avais pas vécu avant. Donc ça, déjà, ça a vachement changé mon attitude et un peu la pensée sur tout ça. Mais c'est surtout que si j'en suis ici, à ce moment-là, après les Jeux, avoir fait 4 médailles d'or, il y a tellement de personnes qui m'ont aidé. Et si j'enlève une personne de toute cette équation, justement, ça ne marche pas. Donc, comme il le dit, c'est une infinité de possibilités, j'ai envie de dire, et un nombre de personnes incalculable, en fait, parce que toutes ces personnes sont une grande part de mon succès. Pharrell, c'est quelqu'un qui a transcendé les univers, réuni les mondes, et toi, tu as réussi à réunir un pays. C'est-à-dire qu'on avait un pays qui était fracturé, divisé, déprimé, et tout d'un coup, le temps de tes épreuves, tout le monde était derrière toi. Tu as réussi à réunir un pays. Ça, je ne pense pas que ce soit que moi. Je pense que c'est le sport. Je pense que c'est le sport qui inculque une émotion qu'on n'aura jamais nulle part. Et je pense que les gens s'en ont rendu compte pendant les Jeux. C'est pas que la natation qui a été regardée, c'est tous les sports. Tous les sports ont été regardés, les tribunes étaient remplies, les gens avaient le sourire tout le temps. Même s'il y a une défaite, même s'il y a une 4e place, les gens t'encouragent, sont toujours contents de te voir. Donc c'est vraiment pas que moi, c'est vraiment le sport. Les Jeux Olympiques à Paris, c'était une réussite. Et effectivement, ça a un peu rassemblé la France et c'était plutôt cool. Est-ce que tu as été approché par tous les politiques qui tentaient de te récupérer? Beaucoup, ouais. Beaucoup, j'ai serré beaucoup de mains. Et tu as réussi à te protéger? Alors, les gars, moi, je fais du sport. Ouais, moi, je suis neutre déjà. Et j'essaye de faire ce que je fais de mieux, c'est-à-dire essayer de nager vite, profiter de ce que je fais, de mes voyages, des États-Unis, de mes expériences, de ma famille, là, quand je suis à Toulouse, des choses simples qui me correspondent, quoi. C'est intéressant ce que tu dis, parce que à chaque fois que quelqu'un, mais c'est même pas que le sport, hein, que quelqu'un s'illustre en France, il y a des politiques derrière qui veulent l'instrumentaliser. Tout de suite, ouais. C'est pareil aux États-Unis? Alors, je sais pas. Je pense que c'est un peu la même chose. En fait, ils vivent déjà par le sport aux États-Unis. Par exemple, le football américain, les stades sont remplis du samedi au dimanche. Le samedi, c'est les universités, 110 000 places, 110 000 personnes. Le lendemain, c'est les pros. Tous les week-ends, les gens se déplacent en famille. C'est une culture qui est différente. Beaucoup plus de budget, beaucoup plus d'importance au sport. Il y a aussi les études à côté. Donc, je pense qu'on ne peut pas vraiment comparer parce qu'on n'a pas la même puissance. Mais voilà. Est-ce qu'il faudrait donner plus de moyens pour que la France soit plus une nation de sport? Ouais, je pense qu'il faut qu'il y ait plus de sport à l'école, qu'il y ait plus de budget pour qu'il y ait plus de piscines, par exemple. Moi, je parle de piscine parce que c'est mon sport, mais je pense que c'est toutes les infrastructures sportives qui devraient être plus importantes en France et que les gens respectent vraiment ce qu'on fait aussi à l'entraînement. Je sais que moi, par exemple, j'étais à l'université et les professeurs, c'est pas toujours facile de leur faire comprendre qu'on va peut-être louper un examen, qu'on va peut-être louper un cours le matin parce qu'on a entraînement. C'est pas vraiment inculqué dans l'éducation, je pense, française, et j'aimerais bien que ce le soit, parce qu'effectivement, le sport, ça rassemble et ça provoque des émotions assez incroyables. Tu es la preuve par l'exemple de ce que tu es en train de dire. Il y a des gens qui disent, toi, tu as fait. Tu es né à Toulouse. La natation, chez toi, c'est de famille. Ton père, Xavier Marchand, a été vice-champion du monde du 200 mètres 4 nages et a aussi participé aux JO. Ta maman, Céline Bonnet, a aussi participé aux Jeux Olympiques. Ton oncle, Christophe Marchand, 18 titres de champion de France. Il a participé aux Jeux de Séoul et de Barcelone. Et on a retrouvé des images de toi, à l'âge de 3 ans, dans les bras de ton père. Son petit Léon dans les bras, Xavier Marchand a déjà construit l'avenir. Aujourd'hui, c'était surtout pour réunir le maximum d'amis, d'anciens nageurs, surtout du TOEC et de toute la France, parce qu'il y en a qui viennent de Lille, pas mal de Paris aussi, avec qui j'ai nagé avec eux à l'INSEP pendant pas mal d'années. Donc le but, c'était ça, de réunir le plus d'amis possible pour faire une bonne petite fête, quoi. À 3 ans, dans cette vidéo, la natation, c'était pas du tout ton délire. À 7 ans, tu commences à t'y mettre, mais t'aimes pas trop ça. En fait, tout simplement, moi, j'avais la piscine à côté de chez moi. J'avais le dojo aussi, donc j'ai fait du judo et la natation. Mais je faisais ça parce qu'il fallait faire un peu de sport. Mes parents voulaient que j'apprenne à nager, ce qui est hyper important. Et puis, c'était facile parce que mes parents étaient aux Dauphins du TOEC à Toulouse. Donc, c'est un peu une famille. Donc, je suis allé nager quand j'avais 7 ans. J'ai eu un peu de mal. J'avais très froid dans l'eau. J'étais gringalé. Et surtout, j'attendais souvent au mur parce que j'étais quand même plus rapide que les autres déjà.
Mais voilà, c'était pas très ludique pour moi. J'attendais au mur, je me caillais, quoi. Donc j'ai arrêté et, pendant 1 ou 2 ans. Et après, j'ai repris avec un entraîneur qui connaissait mes parents. Et c'était tout de suite plus fun. Elle me fait faire d'autres choses, des choses différentes et plus challengeantes pour moi. Donc toi, en fait, il faut que tu trouves du plaisir ou du fun pour faire quelque chose. C'est comme ça que je récupère justement cette énergie dont j'ai besoin. Je vais être derrière le plot, je vais me dire, allez, fais-toi plaisir, c'est le moment. Tu as beaucoup travaillé pour ça. Et ça, c'est une énergie qui est hyper positive et surtout qui est infinie. Ça peut durer sur du court terme et sur du long terme. Quand on se sert d'une énergie, par exemple, de l'attente des autres, ça peut marcher sur très court terme et c'est compliqué de durer dans le temps avec ça. Moi, je suis complètement profane en natation. N'hésite pas à me dire si ce que je dis, c'est complètement à côté de la plaque. Mais j'ai l'impression que pour aller vite, il faut être le plus relâché possible. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il faut de la force et tout ça, mais la force sert à se relâcher. Est-ce que c'est comme ça? C'est exactement comme ça. Il faut être le plus relâché possible. En fait, c'est une question de glisse et de résistance. Quand nos muscles seront lâchés, on ne se bat pas avec l'eau. On travaille avec l'eau, justement. C'est ça qui est assez spécial parce qu'il faut quand même mettre de la force aussi pour avancer. Donc, en général, on force beaucoup sous l'eau, sur les parties sous l'eau, et on essaie de relâcher le plus possible le mouvement sur le retour. Mais c'est vraiment quelque chose qui se travaille tous les jours. Et encore, moi, je le travaille encore. Je fais encore plein d'erreurs. Mais le relâchement, c'est hyper important, et c'est pour ça que ça peut être écrasant, justement, d'être encouragé par 15 000 personnes. On peut avoir un poids sur les épaules, et quand on a un poids sur les épaules, déjà sur Terre, c'est compliqué, mais alors dans l'eau, c'est encore différent. Donc, il y a un moment où il faut du lâcher-prise. Exactement. Moi, ça a tout changé, justement, le lâcher-prise. En fait, j'ai pas besoin de penser à ma nage, j'ai pas besoin de me concentrer sur mes mouvements. Ça, c'est ce que je fais à l'entraînement. Je sais exactement comment faire un 400 mètres 4 nages, j'ai pas besoin de me concentrer, j'ai pas besoin de me mettre dans une zone, dans ma bulle, etc. J'ai besoin de me lâcher et de me dire mon corps va suivre. Moi, j'essaie de toucher le mur le plus rapidement possible et puis c'est tout. Et comme ça, je suis très relâché et j'arrive à glisser pas mal. Et dans la vie, tu arrives à relâcher? Ouais, mais c'est plus difficile. Je suis très à l'aise dans l'eau, moi. Ouais. Pas forcément dans la vie de tous les jours, mais en fait, j'en apprends vachement. C'est pour ça que je dis que l'eau, ça a changé ma vie. Parce que, justement, ce relâchement, ça me permet d'avancer plus facilement aussi. Moi, il y a un truc qui m'aide à me relâcher, c'est la musique. Et j'ai vu passer des photos de toi derrière des platines. Et en fait, c'est la place parfaite des introvertis. C'est-à-dire que la musique permet de s'évader et la place derrière les platines permet de faire la fête sans trop avoir à sortir de son introspection. Est-ce que c'est pareil pour toi? C'est pareil. En fait, moi, ça vient de mes parents. Je pense que l'amour pour la musique, on a toujours écouté du son tout le temps. Quand on partait en vacances, on avait les CD en boucle qui passaient dans le van. On a toujours écouté de la musique. Et moi, depuis que je fais mon sport, entre les entraînements, j'ai toujours mes AirPods où j'écoute mon enceinte toujours à fond dans la maison. Maman, elle n'en peut plus d'ailleurs. Mais c'est vraiment une partie de notre famille. On a toujours été très musique. D'ailleurs, mes parents écoutent du rap français des années 2024. Donc, ils sont vraiment au courant de tout. Ils écoutent quoi? Maman, elle écoute. En fait, c'est mon frère surtout qui lui fait découvrir des trucs. Mais par exemple, la fève, les trucs comme ça. Pas mal. Ouais, donc elle est quand même calée. Ta maman, elle écoute Big Laugh. Ouais, c'est ça. Elle est géniale, cette phrase. Ouais, donc c'est vraiment une partie de ma vie, la musique. Et effectivement, derrière les platines, je me sens bien. Surtout quand on me demande alors, tu mixes en soirée et tout. Non, moi, je mixe chez moi. J'aime bien faire mes petits trucs. J'ai des sons que j'ai découverts dans la semaine. J'essaye de les mettre bien ensemble, de faire un petit enregistrement. Mais comme je suis timide, voilà, les soirées, c'est pas tout de suite. Tu viens plus aux soirées? C'est ça. Bonne ref. Donc, tu t'entraînes quand même à mixer? Ouais. Donc, on aura l'occasion de te voir en DJ set un jour? Je sais pas, je fais ça pour moi. Ouais. Je fais ça pour moi, c'est ma passion, j'adore le son. J'écoute de la house, en fait, depuis 2-3 ans. Donc, je me suis vraiment intéressé à tout ça et je kiffe, quoi. C'est plus mon kiff qu'autre chose. Écoute, nous, en novembre, on va faire les 10 ans de Click, on va faire une petite fête. 200 personnes max, t'es le bienvenu au platine. 200, c'est beaucoup trop déjà. T'inquiète pas. Non, je rigole. Avec plaisir. On nous a dit qu'un de tes sons préférés, c'était ça. On décrit, elle a pas pitié de toi. Je fume une clope, je suis sur le toit. Mélancolie, mode 5 étoiles. Je dois faire comme si j'étais sûr de moi. Y'a du monde quand faut faire la fête, mais plus personne quand faut assumer. Les yeux dans le vide, c'est parce que je vois loin. Elle te parle, les paroles de Laylo? Ouais, c'est mon artiste préféré. J'ai déjà été traumatisé, je pense, par son premier album, son deuxième album. Et l'histoire étrange de Monsieur Anderson, c'était vraiment quelque chose pour moi. Je l'ai beaucoup écouté. Ça me parlait vachement parce que le message, j'arrivais un peu à m'identifier à tout ça. Le fait d'avoir son propre chemin, que ce soit étrange, mais que ce soit spécial aussi, et que les gens n'aiment pas forcément, mais qu'on puisse le suivre et être content de le suivre. Et aussi que le chemin est plus important que la finalité.
Et du coup, j'ai vachement écouté. Ce morceau, je l'adore parce que l'instru est folle, je trouve. Et j'aime bien les albums où il y a une histoire qui est racontée. C'est un peu un film, en fait. C'est le dernier. D'ailleurs, il y a un clip qui est sorti, même un court-métrage. Donc voilà. Il y a un point commun entre Laylo et toi, c'est que vous avez choisi Click pour vous exprimer. Et Laylo n'a parlé que chez Click. On l'écoute. Même si je parle de... Tu sais, être spécial, être un individu unique, ne pas être compris, il y a un truc quand même qui m'anime. C'est... je suis quelqu'un de déterminé et tout. J'ai un truc compétiteur. Là, c'est parce que j'ai décidé de le mettre dans le rap. J'essaie d'aligner les éléments, les parents, la vie, tes amis, tout ce que tu trouves et créer quelque chose qui a mon image. Mais en vrai, je suis un compétiteur. Mais tu le dis, à l'époque, je cherchais des flots de dingue que personne n'allait comprendre. Mais j'ai toujours quand même une ligne droite qui me... on y va. T'as vu, ça, c'est mon but. Je peux pas tout remettre en question. L'art, j'aime bien le remettre en question. Mais... je sais pas, la famille, ce que t'es, etc. Il y a des trucs, j'y vais. Non, je vais pas toucher, c'est un territoire. Ça, il faut que tu connaisses tes bases. On dirait que c'est toi qui parles. Ouais, en fait, il m'a vachement inspiré, Laylo. Et d'ailleurs, j'avais regardé une interview de lui où il disait qu'il avait appris énormément tout seul et qu'il avait fait tout lui-même sur son premier album. Par exemple, il a appris à faire du montage, il a appris à faire du son, il a appris à rapper. D'ailleurs, il était vachement critiqué sur sa voix au début parce qu'il avait une voix un peu spéciale. Au final, c'est pour ça qu'on l'aime. Donc, je suis vachement identifié à ça. Moi, j'essaye d'apprendre toujours des trucs. Sur Internet, j'ai passé des heures sur YouTube, apprendre à faire du montage, à faire du son, à faire le studio, du mixage, du Rubik's Cube, plein de choses comme ça parce que ça m'intéresse. Et ça me permet de me changer les idées et j'adore apprendre. Et je le rejoins vachement sur la ligne qui est définie. Je pense que tous les deux, on a un plan en tête, on a les ambitions assez élevées. Et même s'il va y avoir pas mal de choses qui vont, des obstacles, des moments qui sont plus durs que d'autres, notre ligne, elle est définie, on va la suivre coûte que coûte, quoi. Donc tu fais du son aussi? J'ai fait du son, ouais. Je fais un peu de tout, moi. Raconte-moi. Ouais, je me suis mis à faire du beatmaking sur FL Studio. Là, c'était plus du son rap, pour le coup. Et ça, c'était pendant le confinement. Donc j'ai fait 2-3 sons, ouais, pas mal. Mais le confinement, en fait, ça a un peu changé ta vie. Ouais. J'aimerais que tu me racontes la lettre que tu as écrite à ton coach pendant le confinement. Cette histoire, elle est folle. Ouais. Et surtout, dans quel état d'esprit tu étais? Parce qu'il y a plein de gens pendant le confinement qui ont eu beaucoup d'anxiété, certains qui ont changé de vie. Il y a eu tous les types de réactions. Il y a des gens qui sont psychologiquement toujours atteints par le confinement, qui se sont parmi. Toi, j'ai l'impression que tu n'as fait que des moves qui sont en train de payer aujourd'hui. Ouais, en fait, j'ai eu beaucoup de temps. La natation, ça prend énormément de temps. Moi, j'étais à l'époque, j'étais au lycée, donc j'avais pas forcément le temps. J'ai eu le bac au même moment. J'ai fait des résultats en natation et d'un coup, le confinement est arrivé. Mais je me sentais pas bien dans ma peau. C'est à ce moment-là où je prenais beaucoup moins de plaisir justement dans l'eau. Donc ça m'a fait un bien énorme, juste d'être à la maison, d'être avec ma famille, mon petit frère. On a joué aux jeux vidéo, on a fait comme si c'était rien passé pendant 5-6 ans. On était revenus aux bases, quoi. Donc c'était trop bien. Et surtout, ma ligne directrice devenait de plus en plus claire. C'est là où j'ai commencé avec mon coach mental, justement, Thomas Samut. J'ai essayé de me sentir mieux dans ma peau, dans ma vie et de faire les choix que j'avais vraiment envie de faire. Et c'est à ce moment-là que la ligne, elle est définie et qu'on l'assume, en fait. Et moi, j'ai fait que des décisions qui m'ont apporté beaucoup dans les années qui ont suivi. Et justement, ce mail... en fait, j'ai eu le temps, justement, d'envoyer des mails aux États-Unis, à plusieurs universités pour pouvoir essayer un jour d'intégrer un collège là-bas. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et mon père m'a beaucoup aidé à ça. Et on a parlé de Arizona State parce qu'il y avait effectivement Bob Bowman, l'entraîneur de Michael Phelps. On s'est dit, pourquoi pas envoyer un message? On n'a rien à perdre. Et à partir de ce moment-là, déjà, j'avais plus rien à perdre. C'est pour ça que j'ai fait des choix assez décisifs et ça m'a beaucoup aidé. Et au final, lui, il a répondu en 5-10 minutes au mail. C'était excellent, quoi. On dirait la phrase de Jamel Debbouze, si t'as aucune chance, saisis-la. Exactement. Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis sur rattraper les bases, parce que confinement, t'avais 18 ans, et les 5-6 ans que t'as rattrapé, en fait, c'était ton adolescence. C'était de tes 13 ans à tes 18 ans, quoi. Exactement. C'est pour ça que la natation est très difficile, parce que c'est beaucoup de sacrifices. Et comme tu le dis, on a la tête vraiment... On compte les carreaux, en fait, pendant 2, 3, 4 heures par jour. On n'a pas de discussion, c'est hyper difficile. On rentre, on est complètement séché physiquement. On ne peut pas faire grand-chose après. Et en même temps, on a les horaires aménagés. Moi, j'étais en horaire aménagé en France, justement. Donc, on a moins de cours que les autres. On apprend peut-être un peu moins. Donc, on est vraiment isolé et on prend vite l'eau. Donc la natation, c'est pour ça que c'est difficile.
Et j'avais l'impression d'être allé trop vite pendant ces années où tu es censé être un adolescent normal, un étudiant normal. C'était un choix d'ailleurs qui était assez difficile pour moi, un choix décisif, mais voilà, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de rien faire. Donc le Covid, pour moi, c'était incroyable en fait. En fait, tu t'es éloigné de ta famille sans te rendre compte. Un peu, ouais, c'est un peu ça. Et puis, eux, ils partaient en voyage. Moi, je partais en compétition. Je me levais très tôt. J'avais pas le temps de faire mes devoirs. Je me retrouvais le lundi matin à avoir un examen. J'étais pas du tout prêt. Enfin, c'était tout trop d'un coup. Et c'est pour ça que je suis parti aux États-Unis et que l'équilibre était beaucoup mieux. Plus de fun, plus de temps et beaucoup plus adapté. Mais par contre, en France, les Tchèques étaient meilleurs. On a retrouvé un dossier sur toi, c'est Tomba Boomba. Entre deux entraînements, Léon Marchand est un élève brillant en terminale scientifique. Ça va quoi? Son quotidien, malgré la fatigue, passer des petits carreaux de la piscine aux petits carreaux des cahiers scolaires. Ouais, faut pas lâcher les cours parce que si par exemple il suffit que je me blesse en natation et il faut une porte de secours quoi, donc voilà. Est-ce qu'on peut revoir le Tchèque, s'il vous plaît? Le Tchèque est terrifiant. Je l'ai pas vu, s'il vous plaît. Voilà, ouais, très bien. Ralenti, ouais. Donc ça donne quoi? Faut voir, c'était ça? Voilà, super. Ouais, super. Voilà. Ça, c'est notre Tchèque de nageur. C'est là qu'on voit qu'on n'avait pas trop le temps au final. Ouais, c'est ça. D'inventer un truc sympa. Ouais, c'est clair. Écoute, t'es un dingue de musique, on va faire une interview en chanson avec des sons que t'apprécies. C'est parti. Okay. Tout d'abord, est-ce qu'en ce moment, Léon Marchand pense que la vie, c'est comme futur? It's cool, man. Got red bottoms on. Life is good. You know what I mean? Like... Carrément. Life is good, comme il dit. Ce qui est fou, c'est qu'un extrait de Click finisse dans un morceau de Drake et ça... Ouais, c'est clair. Ça me fait kiffer tous les jours. Ouais, ouais, cette interview était folle d'ailleurs. Merci beaucoup. Ah, tu l'avais vu? Ouais, ça j'avais vu. Ah bah ça me touche beaucoup. À propos de ta carrière, est-ce que comme Travis Scott dans Finn, tu penses que... The career's more at stake when you in your prime. Fuck that paper, baby, my face on the dotted line. I've been flying out of town for some peace of mind. It's like always, they just want a peace of mind. I've been focused on the future, never on right now. Ouais, ça me parle vachement aussi. Hein. Il dit que l'argent, c'est pas le principal. Moi, c'est un peu pareil, la natation, j'ai pas fait ce sport pour gagner de l'argent. Sinon, j'aurais fait autre chose. Et vraiment, mon objectif, c'est de pouvoir me dépasser dans mon sport et de me sentir mieux une fois que j'ai fait tout ça, en fait. Donc voilà. Après, il dit qu'il sort de la ville pour essayer d'avoir l'esprit tranquille. Ça m'est tombé dessus, justement, ces dernières semaines. Mais voilà, mon statut a changé. Donc forcément, quand je suis à Toulouse ou à Paris, c'est moins tranquille quand je me balade dans la rue que si j'étais à l'étranger. C'est pour ça que je vais repartir aux États-Unis, justement, pour pouvoir avoir ma routine et retravailler tranquillement. Et je savais pas qu'il n'y avait pas d'argent dans ce milieu. Non, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent parce que c'est pas assez médiatisé. On ne vend pas de produits quand on est nageur. On a la combinaison, mais ce n'est pas vraiment un sponsor visible. Il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde. Donc, en fait, les gens qui gagnent leur vie, il faut être le meilleur. Mais dès qu'on passe deuxième, c'est très compliqué de gagner sa vie en natation. Donc voilà. Après, on a beaucoup de visibilité aux Jeux Olympiques parce que la natation est le deuxième sport le plus regardé. Mais en dehors de ça, les championnats du monde, personne ne connaît. Donc c'est quelque chose qui ne rentre pas dans l'équation pour toi? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors là, ça va changer, bien sûr, parce que j'ai été beaucoup visible aux Jeux Olympiques, etc. Mais ça ne change pas ma motivation. Moi, c'est de nager vite, hein. C'est pas gagner de l'argent. J'aurai une autre vie après la natation. Je vais essayer de travailler, je vais essayer de faire d'autres choses, de découvrir d'autres projets, etc. Donc, c'est pas ma motivation première, non, pas du tout. Est-ce que c'est bizarre si je te dis que je ne te vois pas travailler en dehors du monde artistique? Non, c'est pas bizarre, effectivement. En fait, je suis passionné de ça. Après, je suis passionné aussi d'astrophysique, de l'espace, de tout ce genre de choses. Donc, j'aimerais bien peut-être travailler là-dedans, peut-être dans la recherche ou des choses comme ça. En tout cas, ce que je sais, c'est que je ne vais pas rester dans les bassins toute ma vie. C'est vraiment qu'une partie. Et ça me permet aussi d'être relâché dans ce que je fais dans l'eau. J'ai un plan B. Je n'ai pas besoin d'avoir 100% sur la natation, donc c'est plutôt cool. T'écoutes des podcasts d'astrophysique quand tu nages, quand tu t'entraînes? Alors, j'aime bien Neil deGrasse Tyson, justement, qui a fait un podcast avec Joe Rogan. Donc oui, j'écoute le Star Talk, qui est un podcast qu'il fait souvent. J'aimerais bien écouter quelque chose quand je suis dans l'eau. Malheureusement, ils font maintenant des écouteurs où on peut nager avec, mais
J'ai un très bon ami qui me les a conseillés. Ouais. Donc voilà, mais nous, on n'a pas de son, on n'a rien. Donc en général, j'ai des albums qui tournent dans ma tête parce que les séances sont longues. Et quand on a par exemple un 20 x 100 mètres, où il faut vraiment enchaîner, se mettre en mode automatique, c'est toujours des albums qui passent dans ma tête, donc ça marche bien. Merci à Maxime pour les écouteurs. Est-ce que quand tu as eu la médaille d'or, comme Alpha One, tu t'es dit « Ça c'est pour celle que je kiffais mais qui me kiffait pas » Ouais, bah ça, ouais, effectivement, je me retrouve un peu là-dedans parce qu'en fait, quand on est beaucoup visible dans les médias, dans mon sport, etc., mon statut a changé. Et comme je crois que Camille Lacour l'avait dit, mais une fois qu'on gagne, on devient beau. Et c'est une phrase qui me parle vachement parce que maintenant tout le monde vient de parler, alors qu'il y a 2-3 ans, quand j'étais un peu dans le dur, c'était pas la même. Donc il y a beaucoup de gens qui se rapprochent. C'est à ce moment-là qu'il faut faire le tri entre les personnes que j'avais avant et les personnes qui viennent d'arriver. Mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que moi, ça m'est arrivé d'un coup. Donc voilà. Avant, j'étais moche dans la tête. Aujourd'hui, je plais à Eva Mendes. C'est ça, exactement. On a beaucoup de rêves comme ça. Comment ça se manifeste pour toi? Comment tu arrives à savoir qui s'intéresse vraiment à toi et qui ne t'aurait jamais calculé avant? Parce que ça doit aussi créer des choses dans la tête. C'est pas facile, en fait, parce que du coup, on sait pas vraiment quel est le but, par exemple, de ma conversation avec quelqu'un. On ne sait pas si c'est pour se rapprocher de moi, pour essayer de profiter de mon image, etc. Ou alors juste pour échanger et kiffer, quoi. Donc c'est vraiment c'est assez spécial. Il y a vraiment une barrière entre les deux. Après, moi, je sais très bien quel est mon cercle proche. D'ailleurs, il y a 2-3 ans, on avait déjà évalué ça. Au début, je pensais que j'avais plein de potes. Non, j'ai pas plein de potes. Mes potes, ils se comptent sur les doigts de la main. Et c'est les mêmes depuis toujours. Donc ça change pas. Et je sais exactement qui ils sont. Après, ça apporte aussi des belles choses. J'ai rencontré des gens extraordinaires depuis que j'ai plus de visibilité. Par exemple, la soirée after, après le cinéma d'Inoxtag, j'ai rencontré des gens d'Internet que j'ai toujours regardé sur YouTube, qui étaient hyper intéressants. J'ai toujours voulu les voir, parler un peu de ce qu'ils font, etc. Donc ça m'apporte aussi de belles choses. Mais c'est dingue de se dire, en fait, non, j'ai pas plein de potes. C'est un constat à 22 ans. En fait, quand j'étais petit, j'avais besoin d'appartenir à un groupe. Je voulais pas être isolé, je voulais vraiment être avec des gens, etc., tout le temps. Alors qu'en fait, je suis pas comme ça. J'aime bien être solitaire, j'aime bien aller au ciné tout seul, j'aime bien manger au resto tout seul. Alors là, ça va être plus compliqué maintenant. Mais voilà, j'aime bien être tout seul, je me sens bien, en fait. Donc c'est quelque chose qui a mis du temps à s'affirmer, mais voilà, c'est moi. Mais le cadre, en tout cas, affectif, vu que tu es quand même très entouré, qu'il y a ta famille, qu'il y a les voyages, les déplacements, comment est-ce que tu arrives à le placer, à faire de la place pour ça dans ta vie? Est-ce qu'il y a déjà de la place pour quelqu'un dans ta vie, en vrai? Pas trop. Bah là, je dirais dans les 2 dernières années, c'est très compliqué. J'ai pas le temps pour ça. Même si c'est plus adapté aux États-Unis, mes journées sont remplies. J'ai pas le temps pour du loisir, j'ai pas le temps pour quoi que ce soit, à part le dimanche. Mais on a même le samedi, on a une séance de 3 heures. Le samedi après, on ne fait plus rien, on est complètement très fatigué, enfin, c'est compliqué. Je suis un programme de computer science aux États-Unis, donc c'est beaucoup de devoirs, c'est quand même des cours tous les jours et tout, donc je n'ai pas vraiment le temps pour quelqu'un, etc. Le temps que je donne à mes parents et à mon petit frère, tout simplement. C'est quoi computer science? C'est le programme informatique qu'ils ont aux États-Unis. Donc c'est du codage, etc. Moi, je fais... Ils appellent ça software engineering, c'est genre le développement de logiciels, etc. Et cette année, je me suis spécialisé en cybersécurité et intelligence artificielle. Parce que c'est ce qui me fait kiffer. Et je pense qu'il y a pas mal de futur là-dedans, donc c'est ce que je fais en ce moment, quoi. Donc ça veut dire que si quelqu'un t'envoie des DM chelous, tu peux le décoder à tout instant. C'est ça, ouais, c'est ça. Exactement. Tu reçois des DM bizarres ou pas? Ouais. J'ai reçu pas mal de trucs chelous, ouais. En fait, la semaine des Jeux, j'avais fait le choix, parce que moi, j'ai fait les Jeux de Tokyo. J'ai fait 6e au 400 mètres 4 nages en finale. Et je me rappelle, j'étais vachement sur Twitter cette semaine. Je regardais toujours des trucs, les likes, les trucs et tout. Et je m'étais dit, à Paris, je fais pas la même erreur, je vais vraiment tout couper. Parce qu'en natation, c'est pas qu'une fois, en fait, la course. Moi, j'ai fait ma première course le 2e jour, mais il en restait 13, je crois, d'ailleurs. Donc, sur 9 jours, j'ai vraiment besoin de détacher de tout ça, de pouvoir m'endormir le soir sans avoir pensé oui, il faut poster, il faut faire ci, il faut faire ça. Parce que c'est hyper important pour nous maintenant. C'est comme ça qu'on peut d'ailleurs un peu gagner notre vie en natation, en postant sur les réseaux sociaux, avoir une vraie image. Tu fais toi-même ça? Une vraie communauté. C'est moi qui fais tout. D'accord. Mais cette semaine-là, justement, à Paris, j'ai coupé. Et comme je savais que c'était important, je l'ai filé à mon petit frère.
Et je sais qu'il a un peu la même DA, il a envie de faire les mêmes choses. Du coup, c'est lui qui a posté cette semaine-là. Et alors, c'est quoi les messages bizarres? Et donc, lui a reçu des dingueries. Ouais. Et moi, j'ai repris mon téléphone le lendemain. Dingueries photo, vidéo ou écrite ou audio? Tout. Tout? Ah ouais. Ah, il y a tout. Hein. Ah ouais, d'accord. Il y a beaucoup, en fait, de groupes où ils mettent des célébrités, ils envoient toujours des mèmes, des trucs. Alors moi, je suis hyper curieux, donc des fois, je regarde. Mais voilà, moi, j'ai repris mon téléphone le lendemain des Jeux. Et ouais, c'était un truc de fou, quoi. Et est-ce qu'il y a, après les JO, des méga restas qui t'ont envoyé des DM? Plein. Des comptes vérifiés? Plein, ouais. Plein d'humoristes français, plein de sportifs français que j'admirais, plein de célébrités, ouais, un peu de tout. Hein. J'ai essayé de répondre à tous, mais c'était compliqué. T'as réussi à faire sortir Roman Fressinet de chez lui, déjà, c'est assez incroyable. Il est dans les coulisses. Tant mieux, il en a besoin. Non, mais il n'est pas sorti de chez lui depuis l'Olympia. Il reviendra sur scène. Ouais. Il sortira de chez lui pour aller refaire l'Olympia, mais il sort pas de chez lui. Et il a dit, il allait en marchant, je sors de chez moi. Il est venu, il a mis une casquette. C'est fort, c'est fort. Merci, c'est cool. Et est-ce qu'il y a des gens que t'admirais, qui en retour t'admirent, qui sont venus te témoigner de l'admiration? Ouais, il y en a plein. Il y en a plein. En fait, il y a plein de personnes. En fait, je m'inspire de beaucoup de personnes. Et en même temps, je ne copie personne. J'essaie d'être moi-même et de prendre un peu de tout. D'artistes, d'humoristes, de youtubeurs, de vraiment plein de personnes. Et ces gens-là, j'ai peut-être envoyé un message il y a 3-4 ans pour essayer de rentrer en conversation, ce qui était impossible. Ils m'ont envoyé un message la semaine des Jeux. Et du coup, on a lancé la conversation et c'était super. Donc ça, pour moi, c'est hyper positif. Et c'est hyper intéressant. Ouais, t'as pas eu la réaction genre « c'était avant qu'il fallait le faire ». Non, ça va, t'es pas un rageux. Non, ça va. Non, je comprends. Et ce truc de la célébrité soudaine, est-ce que le fait d'avoir justement gagné avant des choses dans ton milieu, dans les compètes, ça t'a forgé, en fait, ça t'a préparé? Quand on est déjà gros dans son milieu. C'est-à-dire la préparation avant les Jeux Olympiques? Avant les Jeux Olympiques et puis les autres compétitions de natation. Ouais, forcément. Forcément, parce qu'en fait, en France, en natation en tout cas, on a des compétitions tous les peut-être 2-3 mois. Quand je suis parti aux États-Unis, c'était toutes les semaines. Donc on répète vraiment les gammes, en fait, avec toujours une grosse concurrence, toujours des gens qui nagent plus vite que toi. Donc c'est vraiment une répétition au final. Et j'ai fait les championnats du monde à Budapest où j'ai gagné 2 courses. L'année d'après, je gagne 3 courses. Donc il y avait vraiment cette répétition, cet enchaînement. Après, les championnats du monde, c'est complètement différent des Jeux Olympiques. Il y a une pression qui est toute vraiment différente, mais ça m'a permis de me préparer au mieux. Et d'ailleurs, mon entraîneur, on fait même des compétitions à l'entraînement des fois, pour pouvoir me mettre un peu de pression, avoir un challenge et essayer de progresser tous les jours. Je reviens sur tes études et l'IA. La science s'est invitée dans le sport depuis très longtemps. Les plus grands sportifs ont toujours bénéficié d'avances technologiques. C'est pour ça que les sportifs d'aujourd'hui, à perf égale, sont plus performants que ceux de l'époque. Est-ce que tu penses que l'IA, qui commence à servir dans la santé, surtout l'IA prédictive, va apporter des choses aux sportifs? Va dire, sur ce mouvement-là, on sent que ça peut aller là, ou que tel endroit du corps, on peut l'améliorer là. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir des applications concrètes? Je pense que l'IA va apporter à tout le monde, en fait, dans tous les domaines. Forcément en natation, parce que c'est hyper scientifique. On parle de secondes, de temps. Donc, tout est millimétré. Nous, on se rase tout le corps pour aller plus vite. On a une combinaison qui est scientifique aussi. On a plein de rapports avec ça. Et c'est hyper important parce que des fois, il y a des qualifications aux Jeux Olympiques qui vont jouer à 1/100. Quand tu t'entraînes 4 ans pour 1/100, c'est pas facile. Donc, on essaie de mettre toutes les chances de notre côté. Et des détails techniques, forcément, l'IA pourra nous aider. Après, elle remplacera personne, je pense. C'est quoi des vêtements scientifiques? Alors, nous, on a donc une combinaison qui coûte assez cher et qui ne prend pas l'eau, en fait. Donc, on a aussi une compression qui est assez spéciale. Il y a plusieurs modèles. On a des combinaisons qui vont pour des sprinters, qui ont besoin de beaucoup de compression, qui ont besoin d'être vraiment haut sur l'eau. Moi, par exemple, j'ai des combinaisons qui me servent plus d'avoir une bonne flexibilité dans l'eau, d'être léger, relâché, etc. Et surtout, je fais du catenage, donc j'ai besoin de faire des mouvements de bras aussi qui sont plus amples que des personnes comme Florent Manodou qui fait que du crawl, par exemple. Il a une combinaison beaucoup plus compressive. Et en 2009, ils ont interdit les combinaisons polyuréthane qui allaient du bas de la cheville jusqu'aux épaules. Donc, ils ont battu tous les records du monde, forcément, parce qu'ils étaient au-dessus de l'eau, ils nageaient super vite. Mais ça mettait un temps fou à mettre. Ça mettait 30 minutes avec des gants, c'était hyper minutieux, etc. Ils les ont interdits en 2009. Et là, on arrive à peine au moment où on commence à battre ces records du monde avec un maillot plus petit et illégal, en fait, pour la fédération.
Donc c'est un gros sujet. Il y a aussi la génétique. Tu as souvent parlé de la génétique. En disant, moi, j'ai un patrimoine génétique qui fait que je suis bon dans l'eau. Est-ce que tu peux m'expliquer? Je ne pense pas que ça fait que je sois bon dans l'eau. En tout cas, je me sens bien. Je me sens bien et ça, merci papa, merci maman. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quand je suis sous l'eau, j'ai très peu de résistance par rapport à d'autres nageurs. On avait fait des tests un peu scientifiques où on faisait un 50 mètres sous l'eau, on était tiré par une corde et on mesurait le temps qu'on avait mis à traverser le bassin. Et moi, sans rien faire, j'étais plus rapide que les autres parce que mon corps est fait pour avoir une bonne glisse, très peu de résistance. Je ne suis pas le plus musclé ni le plus puissant. Mais par contre, je suis hyper fin dans l'eau, donc ça me permet de me profiler bien en coulée, quoi. Donc voilà, ça c'est génétique pour le coup. Donc il ne faut pas être trop baraque en fait, parce qu'on voit les nageurs, ils ont souvent des épaules de ouf. Après, chacun a son profil différent. Ouais. Ce qui est important, c'est d'évaluer mes qualités et mes défauts, et de travailler sur mes qualités, et de rattraper, de compenser en fait. Mais il faut surtout les assumer et savoir qu'on est capable de faire des choses que d'autres non. Par exemple, moi, je ne vais pas faire un 25 mètres plus rapide qu'un mec qui fait de la muscu tous les jours, etc. Par contre, je suis capable de faire des coulées plus longues, de dépenser moins d'énergie, de pouvoir me régénérer au fur et à mesure de la course, d'être plus relâché dans certaines parties de course. Donc, chacun a un profil différent. Et il y a un peu de génétique, mais tout peut être corrigé par le travail et la technique, quoi. Et est-ce que tu as une assurance si tu vas nager ailleurs que dans une piscine, par exemple, si tu vas en mer? Est-ce que tu es assuré s'il y a une galère? Non. Non, je ne suis pas assuré. Après, les nageurs ont peur. Les nageurs ont peur de l'océan, ont peur de la mer parce qu'on a l'habitude de voir le fond. Donc, quand on arrive dans l'océan, c'est pas facile, ouais. Comment ça, Léon Marchand, il a peur de la mer? Non, moi, ça va. Je m'en sors bien, mais je suis pas à l'aise quand je suis au milieu de... Ouais. Voilà. T'es pas un aventurier, quoi? Si, je suis un aventurier. J'aime beaucoup. J'aime bien tenter des choses, en fait. J'aime bien tester des trucs. J'ai besoin de savoir si ça marche ou ça marche pas. Si ça marche pas, je continue. C'est pas, je fais autre chose. Si ça marche, c'est top. Mais j'ai pas peur de l'échec et j'ai pas peur de tenter des trucs. Alors, rien à voir avec l'eau, le Rubik's Cube. Ouais. C'est quoi? On a un Rubik's Cube, montre-moi. Explique-moi comment c'est venu dans ta vie. Le Rubik's Cube, c'est mon papa qui m'en a acheté un quand j'étais gamin. C'est pareil, il avait acheté aussi un jeu d'échecs. Donc on a passé un peu des moments... je me rappelle quand j'arrivais pas à dormir, il me réveillait. Enfin, du coup, il me réveillait pas, mais je venais le réveiller et on allait jouer aux échecs, on parlait de Rubik's Cube, il m'a appris 2-3 trucs comme ça. Il savait pas le faire, mais il voulait que j'apprenne. Et j'ai regardé YouTube, justement, et j'ai appris à le faire. Et j'ai fait même les championnats de France, je m'en rappelle. Ça pour dire que je suis un peu aventurier quand même. Il y avait les championnats de France à Toulouse. Ça faisait 2 mois que j'en faisais. Je me suis dit, bon, allez, on y va. J'étais un des plus mauvais à ça, mais je passe beaucoup de temps. Je les apporte toujours en compétition. Ça permet de me déstresser un peu aussi. Je vous le fais en même temps que je parle. Mais tu es en train de me regarder dans les yeux et de faire un Rubik's Cube en même temps. Mais voilà, donc j'ai toujours fait ça. Ça m'a intéressé, je l'ai appris. Après, j'ai plus le même niveau qu'avant. À l'époque, j'arrivais à le résoudre en à peu près 15 secondes. Là, c'est un peu plus long. Mais voilà. Mais moi, je ne sais pas faire ce que tu fais. Waouh! À toi. Waouh! Sans déconner. Après, c'est pas le plus rapide. Gars, il a fait combien de temps? C'est incroyable. En fait, moi, j'avais tu verrais mon étagère, j'en ai une vingtaine. En fait, on avait des sites où on commandait des Rubik's Cube qui étaient vraiment préparés pour la performance. Où vraiment, on pouvait faire un réglage et du coup, ça tournait super vite par rapport à celui-là, par exemple. Mais je m'étais vachement intéressé et j'aime bien pousser un peu à fond les thèmes que j'aborde, quoi. T'es aussi fan de manga. Lesquels? Alors moi, j'ai grandi avec Dragon Ball, mon premier manga, vraiment. Je pourrais le relire maintenant, je kifferais toujours autant. Je suis dedans, je le relis en ce moment. Ouais, c'est incroyable. Après, maintenant, je lis beaucoup... mes préférés, je dirais Berserk, Vagabond, plus du seinen, en fait, pour moi. Et moi, Berserk, c'est mon œuvre favorite, quoi. Comme Inox. C'est vrai? Ouais, il a dit ça. Ah ouais? Ouais. Putain, je ne savais même pas. C'est qui ton personnage préféré de Dragon Ball? Ou ton arc préféré? C'est Goku, mon personnage préféré. Parce qu'en fait, je m'identifie un peu à lui aussi. Et c'est un peu comme Nailo, j'ai envie de dire. J'ai l'impression qu'il a sa ligne directrice. Il y a des trucs qui passent pas, il a beaucoup d'obstacles, il arrive quand même à se relancer. Il a envie de kiffer. On sent qu'il a toujours le sourire, qu'il rigole, qu'il prend tout un peu au second degré. Et ouais, il est trop fort, quoi. Est-ce que tu te souviens du jour où tu t'es transformé en super guerrier?
Alors, je sais que ce jour existe. Ouais, ce jour existe. En fait, c'est marrant parce que l'année dernière, j'avais les championnats du monde au Japon. Et on a fait une interview peut-être 2-3 mois avant. Et j'ai parlé un peu de ma passion pour les mangas. Et du coup, quand je suis arrivé au Japon, j'étais super bien accueilli. Ils m'ont tous dit, alors, tu vas te transformer en Super Saiyan et tout. J'étais à fond, bien sûr. Et on m'a offert plein de cadeaux de Son Goku, des statuettes, des figurines, enfin plein de trucs. Donc j'ai beaucoup kiffé quand j'étais là-bas. Et je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit, allez, je me transforme en Super Saiyan pour le public. Mais ouais. Ouais, en fait, ta transformation de super-guerrier, c'est le Léon que tu montres au public, en fait, c'est ça? Disons que c'est le moment où j'arrive à m'exprimer au maximum, quoi. Et ça, c'est dans l'eau, pour moi. Et ton rapport à la mode? Parce que t'es quand même, avouons-le, extrêmement énervant. C'est-à-dire que tu fais un Rubik's Cube comme personne et t'es hyper stylé. Ouais, je suis un geek, hein, moi, de base. Je suis vraiment un geek. Et comme Pharrell Williams, qui a créé ça... Enfin, ouais. Pharrell Williams est un nerd à la base. Ouais, c'est ça. Je pense qu'en fait, je pense qu'il y a une certaine créativité qu'on a, je pense, en commun entre la fashion et le sport. C'est l'innovation, en fait. Par exemple, les défilés de Pharrell, c'est des choses qu'on n'a jamais vues nulle part, qui vont nous marquer. Que ce soit réussi ou pas, c'est marquant. Tout le monde va s'en rappeler. Et ça me parle vachement. Et moi, la mode, j'étais pas vraiment... disons que je m'habillais... En fait, je suis toujours en sportswear parce que je vais à l'entraînement. Je me change 4-5 fois par jour. Donc, je suis en jogging, en sweat, quoi. Mais... ouais, ça, par exemple, ouais. Et depuis, depuis quelques années... Il y a un certain flow, il faut le reconnaître. Ouais, c'était cool. En fait, moi, si je mets ça, je ressemble à un jeu d'échecs. Ouais, en fait, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est de pouvoir me ressembler en portant les choses que j'aime, où je me sens bien, que c'est confort, et que quand je le vois, ce soit pas... qu'il y ait quand même un lien, quoi. Donc ça me fait vraiment plaisir. Non, et puis, il y a quelque chose qui change même par rapport à l'époque, c'est que souvent, les maisons de luxe habillaient toujours les mêmes personnes. C'était toujours les mêmes corps, toujours le même univers. Et c'était excluant là. On a l'impression qu'il y a des nouveaux corps, des nouvelles personnes, même des nouvelles origines qui sont représentées. Ouais, je pense qu'il y avait vachement de règles. Rien que dans le mannequinat, rien que dans les gens qui étaient représentés par les marques et tout. Ça a changé parce que maintenant, les sportifs il y a vraiment un lien avec le sport. On n'a jamais vu ça avant. Et je pense que c'est grâce un peu au jeu, bien sûr, à Paris 2024. Mais je pense que c'est une histoire c'est que le début, en fait. Parce qu'on a des valeurs qu'on partage, on a un savoir-faire, on a l'envie que ce soit précis, que ce soit réussi. Il y a beaucoup de travail derrière. Donc, je pense que c'est des valeurs qui se ressemblent. Et le sport et la fashion, ça va bien ensemble. Les marques se sont intéressées au sport. Est-ce que maintenant, les sportifs deviennent des marques? Je pense qu'on peut vite tomber justement là-dedans, parce que, un peu comme les politiques qui essayent de s'en servir, de nous servir de nous, en fait, j'ai envie de dire. Je pense que les marques, c'est pareil. Après, en tout cas, de ma part, j'ai envie d'être Léon, j'ai pas envie de représenter Enfin, c'est vraiment, j'ai envie d'être moi-même, et que je sois pas un panneau publicitaire. Donc voilà. Il y a plein de sportifs qui voient dans leur carrière et dans leur après-carrière une opportunité business. On va prendre le plus grand, Michael Jordan. Il fait sa ligne et aujourd'hui, sa ligne lui a rapporté plus que le sport lui a jamais rapporté. Toi, on a l'impression que ça rentre pas en ligne de compte dans ton plan. Il y a tout le temps un truc d'évolution personnelle. Quand tu me dis, voilà, je veux aller dans la science, je veux aller dans l'IA, je veux aller dans la recherche, ou dans le monde artistique, ou faire de la prod, il n'y a pas cette vision... business. Ouais. Non, il n'y a pas cette vision business parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus, en fait. Ce qui m'intéresserait dans le futur, si je reste vraiment dans la natation, ce serait vraiment d'aider à développer la France dans le sport. C'est-à-dire d'essayer de pouvoir faire des études et du sport de haut niveau à côté. Ça me ferait kiffer de pouvoir apporter ça à la France, sachant que j'ai l'expérience un peu aux États-Unis. Je pense que j'ai vécu pas mal de choses là-bas. Je ne suis pas le seul. Je pense que je m'entourerai de plein de personnes. Mais ça me ferait kiffer parce que ça aidera vraiment. Pareil, le sport chez les jeunes, la natation, apprendre à nager, la sécurité, tout simplement des trucs comme ça me parle vraiment parce que c'est pour inspirer et pour aider des personnes. Et tout de suite, ça me parle, c'est un vrai message. Donc le business, t'es pas vraiment là-dedans. Et après, comme tu dis, plein de projets un peu personnels surtout. Tu as porté le drapeau français. Pour toi, c'est quoi les valeurs de ce drapeau? Les valeurs du drapeau français, je pense qu'on les a vues les 2 semaines à Paris. C'était magique parce que les gens, en fait, c'est les gens qui ont fait que c'était magique. Parce que les gens se sont réunis,
Les gens nous ont encouragés, on fait du bruit. Donc on est capable, en fait, on est capable de le faire. Donc ça, j'étais fier de le porter pour le coup à ce moment-là. Ouais. Et qu'est-ce qui représente ce drapeau? Notre culture. Notre culture, par exemple, la cérémonie d'ouverture était super bien réussie pour moi parce qu'il y avait ça représentait vraiment la France, la culture, la musique, l'électro, il y avait plein de sons électro de fou. Par exemple, Aya Nakamura avec Lagarde, c'était assez incroyable de mélanger tout ça. C'est de l'art, c'est de la créativité, c'est vraiment français, quoi. Donc la nourriture, on a plein de choses que j'adore représenter. Ouais. Et puis on a vu une France unie, en fait. Elle est capable de s'unir, la France. Elle est capable. Et je pense qu'il y a plein d'occasions où elle s'est déjà unie. Mais c'est vrai que les Jeux, c'était quelque chose, ouais. Tout le monde te parle de Los Angeles, des JO et de tout ça. Donc on ne va pas aller là-dessus, parce qu'on se reverra d'ici là, je l'espère. Là, tu vas reprendre les entraînements. C'est-à-dire que tu es venu à Paris. Encore merci d'être là. Qu'est-ce que tu anticipes avant de remettre les pieds dans l'eau? Est-ce que tu as des attentes ou des choses qui te... Alors, j'ai déjà repris natation depuis 2 semaines. En fait, j'ai les Coupes du Monde fin octobre. Donc, c'est en Asie d'ailleurs, c'est Shanghai, Incheon et Singapour. Et j'ai besoin de nager avant ça, sinon ça va être très compliqué. Donc, mais j'étais invité, donc je vais faire un voyage, je vais kiffer, ça va être 3 semaines là-bas. Pareil, je vais rencontrer plein de personnes, faire des activités assez cool entre les compétitions et tout. J'ai besoin de... Voilà, en fait, là, j'ai pris 1 mois et demi de vacances. C'est quelque chose qui ne se fait jamais. Hein. En natation, là, depuis le confinement, je n'avais pas pris plus de 2 semaines. C'est pas arrivé depuis le Covid pour toi, en fait. Exactement. En fait, quand on prend 1 semaine off en natation, on met 3-4 semaines à s'en remettre pour retrouver le niveau. Donc 1 mois et demi, là, ça va être long pour le coup, mais j'ai 4 ans devant moi, donc j'ai le temps. Et c'est surtout pour ma santé mentale que j'ai besoin de faire une pause, parce qu'en fait, après 2-3 semaines, déjà, j'avais envie de retourner dans l'eau. Je voyais les gens qui me parlaient encore des Jeux, j'avais envie de retourner dans l'eau et de travailler, parce que c'est ce que j'adore, en fait. Ma vie, moi, c'est le travail. Je fais que ça toute la journée, donc les Jeux, c'est une récompense, mais après, je sais très bien ce qui va suivre. Je vais remettre les pieds dans l'eau, à 6 heures dans l'eau. L'après-midi, je vais me concentrer, récupérer, faire tout pour nager vite. Donc, j'ai hâte, mais en même temps, je sais qu'il faut que je prenne le temps pour que mentalement, ça se passe bien. Comment tu te nourris? Parce qu'en France et aux États-Unis, c'est pas la même nourriture, c'est pas les mêmes aliments. Ouais, ne serait-ce que les légumes, c'est pas pareil. Ouais, ça, c'était très difficile. C'était le point le plus difficile, je pense, parce que y a pas de fromage, il y a pas de baguette, il y a pas de saucisson, il y a pas plein de choses que j'adore en France. En fait, tout est plus gras, plus sucré, etc. Donc, quand on est un sportif de haut niveau, surtout que moi, j'étais... C'est pour ça que j'ai quand même pas mal de points négatifs aussi aux US, mais j'étais à la cantine avec les étudiants normaux. Donc, toujours des frites, des sandwichs, des trucs comme ça. Mais même leur bio, c'est pas le même bio que nous. Rien n'est pareil. La farine n'est pas pareille. Mais t'as vu dans les supermarchés, même dans les trucs, quand tu dis voilà, je veux manger bio, je veux manger nature, les légumes, ils sont géants. Ouais. Rien n'est pareil. C'était une imitation de légumes géants, ça. Ouais, c'est ça. Tout est chimique, il n'y a pas grand-chose de naturel. Donc c'était très difficile pour moi parce que je devais garder la ligne, mettre le bon carburant dans mon corps pour les entraînements, parce qu'on brûle énormément de calories, donc c'était pas facile, surtout qu'aux US, on te demande de manger 5 fois par jour. Quand tu es sportif de haut niveau, ce qu'on fait en général tous les jours. En fait, manger 5 fois par jour, ça fait en sorte que tu brûles des calories en mangeant, c'est ça? C'est comme si tu continuais à brûler. Non, c'est pour tenir les entraînements. Tenir les entraînements, parce que moi, j'ai entraînement de 6 à 8 le matin. Et j'ai pas faim à 5h du mat. Quand on se réveille à 5h, on n'a pas faim. Mais je suis obligé de manger, sinon je finis pas l'entraînement. Donc on est tous comme ça, on remange avant l'entraînement, après l'entraînement, avant les cours, après les cours. Donc ça, c'était pas facile pour moi. Et je perds vachement de poids assez rapidement, parce que je me donne énormément dans l'eau. Et voilà, mais je me suis adapté. Les aliments que tu prends, c'est quoi? Typiquement, est-ce que par exemple, tu as le droit de manger ce que tu veux? Ou quand tu me dis, voilà, je m'entraîne des années pour 1 centième, tu dois même peser ce que tu manges. Est-ce que c'est à ce niveau de précision? Non, parce que moi, je prends pas de poids facilement. Donc, je mange un peu ce que je veux. Ça dépend des profils, en fait. Par exemple, des sprinters, s'ils prennent trop de poids, ça va être compliqué, par exemple, d'être puissant et explosif sur le plot, etc. Moi, sur un 400 mètres, c'est un peu différent. Je suis très léger. Il faut absolument que je garde cette légèreté. Mais je sais que dans le passé, j'ai jamais vraiment pris beaucoup de poids, donc c'est pas un souci pour moi. Je mange ce que j'aime. Parce que quand je mange ce que j'aime, j'ai le sourire. Et quand j'ai le sourire, je nage vite, quoi. Donc je mange un peu ce que j'aime, mais je fais gaffe. Bien sûr, c'est toujours très équilibré. Beaucoup de protéines. Il y a vraiment un apport assez spécial. Et
Et d'ailleurs, il y a 3 ans, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai fait un vrai bilan avec de l'ADN, etc., pour pouvoir voir ce que j'absorbe le mieux, ce que j'absorbe moins bien, et pour pouvoir être assez précis dans ce que je fais. Donc, tu es un scientifique, en fait. Ouais, j'adore ça. J'adore les nombres, j'adore les chiffres, j'adore tout ce qui est scientifique, quoi. C'est cool. Question qui n'a rien à voir avec la natation, c'est quoi pour toi le plus grand mystère de l'univers que tu aimerais découvrir? Les trous noirs. Les trous noirs, parce que personne ne sait, quoi. Et ouais, ça me fascine. Ça me fascine. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent un peu les étoiles et qui sont toujours fascinées par ça. Après, moi, j'aimerais vraiment pouvoir bosser là-dedans parce que se lever tous les matins et aller observer ce qui se passe là-haut, ça serait ouf, quoi. C'est intéressant que tu parles des trous noirs parce que tu as un rapport avec la vitesse. Les trous noirs, c'est le moment où la vitesse disparaît, où la lumière disparaît, où tout disparaît. On ne sait pas ce qui se passe derrière. Ouais, il y a d'ailleurs un sportif qui m'inspire pas mal. On parle de la vitesse, mais c'est Caleb Dressel. Ouais. Donc, qui a un peu inventé les coulées, justement, qui étaient plus rapides sous l'eau qu'en dehors de l'eau, avec Michael Phelps, justement. Et lui, il a nagé 17 secondes sur 50 crawls en bassin de yards. Et en fait, c'est la vitesse la plus haute enregistrée dans la natation. Donc le mec a senti un truc que personne n'a senti auparavant. Et ça, je trouve ça ouf. Ça, je trouve ça incroyable. Alors moi, j'aimerais bien peut-être me mettre 50 un jour, mais j'ai pas la musculature pour, j'ai pas le physique pour. Mais c'est vrai que cette sensation de vitesse, elle est quand même spéciale et c'est des moments uniques, quoi, quand on sent ça. C'est quoi la différence de sensation de vitesse? Alors, les pilotes de F1 peuvent en parler, mais dans l'eau, qu'est-ce qui change pour le corps, pour l'esprit? Alors déjà, il y a des vibrations qui changent, comme tu le disais. Il y a un peu un son aussi qui est différent. Quand on est affûté, quand on est préparé, on s'est rasé, on a la combinaison, on a le bonnet, on a tout qui est nickel, par exemple aux Jeux Olympiques, le premier plongeon, il est unique. On ne l'a jamais senti auparavant parce qu'on est au top de sa forme. On ne fait pas de vagues, on est hyper fin dans l'eau. Il y a beaucoup moins d'éclaboussures que, par exemple, quand je suis à l'entraînement à 6h du mat' le lundi, quoi. Donc c'est surtout une question de glisse, je pense. Et la vitesse, en général, ce qui est assez incroyable, c'est que quand on nage et qu'on fait une performance, en général, on sait qu'on nage vite. On n'a pas besoin de se retourner pour voir le temps, on sait qu'on a nagé vite. Et pareil quand on nage lentement. Il y a différents types de nage qui existent. Est-ce qu'il y a encore des choses à inventer, tu penses? Des choses rajouter une nage? Ouais. Je pense pas. Je pense qu'en général, les règles évoluent. Par exemple, à l'époque, on avait le droit de faire des virages et de se retourner sur le ventre. Maintenant, c'est interdit, on doit se retrouver sur le dos et après le ventre. Enfin, il y a plein de choses qui ont évolué. Avant, on pouvait faire des coulées au-delà des 15 mètres. Mais bon, ils se sont rendus compte qu'il y avait des gens qui faisaient 40 mètres de coulées, du coup, on ne les voyait pas de la course. Donc, ils ont changé. Donc, les règles évoluent, comme les combinaisons, comme pas mal de choses technologiques aussi. Donc, ça, je pense que ça va toujours évoluer. C'est pour ça qu'on nage de plus en plus vite aussi. On sait que tu aimes Laylo, une étrange histoire de Mr. Anderson. Est-ce que tu te racontes des histoires, toi, quand tu nages? Avec un arc narratif, genre... On y arrive, on redescend, on y arrive quand même. En fait, pendant 2 heures, il y a beaucoup de pensées. Les séances, c'est vraiment, je dis 2 heures depuis le début, mais c'est vraiment, en général, c'est avec les règles NCAA, comme on a cours à côté, 2 heures, pas plus. Sinon, mon coach, il pourrait bien dépasser. Mais donc, c'est 2 heures. Et pendant 2 heures, on a le temps de réfléchir beaucoup. Au début, en général, c'est difficile de se mettre dedans parce qu'on pense à tous nos mouvements, à tous les détails, au virage, au nombre d'ondulations que je fais sous l'eau, au moment où je vais faire ma prise de nage, etc. Et il y a un moment, en général, il y a un déclic, et c'est quand mon esprit commence à s'échapper, où ça devient automatique, et je commence à enchaîner les longueurs comme si c'était facile, quoi. Donc ça, c'est un déclic, et c'est à ce moment-là que je commence à penser à des choses, donc à de la musique, à mes devoirs que je vais devoir faire ce soir, à l'examen que j'ai la semaine prochaine, au voyage que je vais faire lundi, enfin, il y a plein de choses comme ça. Et il y a aussi des moments de souffrance, surtout. Donc, à ce moment-là, c'est là que mentalement, ça cogite pas mal. On est de moins en moins lucide aussi parce qu'on a la respiration qui commence à être coupée, on a les poumons qui brûlent, les jambes qui brûlent, on a mal partout. Et pourtant, on a notre entraîneur qui nous dit il faut que tu fasses mieux parce que c'est pas assez. Donc, elle se manifeste où la douleur? Genre là? C'est quand ça serre au niveau des nerfs que tu as du mal à respirer, là, ou au niveau des poumons ou des muscles? En fait, moi, j'ai pas beaucoup de muscles, donc j'ai moins de lactate qui s'accumule dans les muscles que d'autres. Un sprinter, ça va être direct les muscles, les jambes, il y aura les jambes coupées très rapidement, etc. Moi, c'est plus la respiration. Donc, mon cardio, il va monter assez vite. Et à ce moment-là, il y a moins d'oxygène dans mon corps. Et donc, les muscles, à ce moment-là, ils réagissent. Mais c'est surtout la respiration. Je vais devenir rouge. Et mentalement, ouais, c'est
c'est le plus difficile mentalement au final, parce qu'il y a plein de moments où j'ai très mal physiquement, et mentalement, je me dis non, mais c'est rien, c'est que le début. Je suis frais, il n'y a pas de souci, et j'arrive à repousser un peu ce moment de souffrance, mais c'est pas facile. Tu vois l'image de Sangoku quand il finit un combat et qu'il est tout le temps éclaté. Ouais, et au final, qui se relève. Voilà. C'est ça. C'est un peu ça que j'ai en tête quand tu me parles de ça. Il y a des combats dans Dragon Ball où on a l'impression que c'est fini 10-15 fois pendant le combat, et au final, il se relève et il arrive à donner encore plus. C'est exactement ce que je fais à l'entraînement tous les jours. Et alors, on continue Dragon Ball. Tu vois, le personnage de Piccolo, qui était le personnage préféré d'Akira Toriyama, créateur de Dragon Ball, il est toujours en train de voir les combats et de voir des choses que les autres ne voient pas. Est-ce que c'est pareil avec ton coach? Est-ce que lui voit des choses que d'autres coachs n'auraient pas vues ou que d'autres gens ne peuvent pas voir quand tu nages? Ouais, il est hyper attentif. Je pense que c'est un des meilleurs coachs au monde, hein, donc j'ai bien fait de le rejoindre. J'ai mis toutes les chances de mon côté. Et il y a des moments où je ne dors pas très bien. Par exemple, je vais faire mes devoirs, je vais finir assez tard, vers minuit, et je dois me lever à 5 heures. À 6 heures dans l'eau, en général, c'est compliqué. Il va le voir tout de suite. Je vais faire un mouvement de crawl, il va dire « T'as bien dormi hier soir ?» Tout de suite. Donc, je ne peux pas lui mentir, il observe vachement. Et en général, il se met dans le coin de la piscine, il attend que tout le monde fasse ses longueurs, et après, il commence à nous parler, à demander si tout va bien, etc. Mais il est vachement attentif, et il corrige ma technique un peu tous les jours. Parce que tu sais, on a le cliché du coach de natation sévère. Ouais. Lunettes de soleil, enfin, on pense tous au même coach de natation. Philippe Lucas. Est-ce que lui, il est pareil? Est-ce que c'est la même mentalité pour te motiver? Est-ce que c'est un mindset sévère ou est-ce que c'est de l'écoute et un truc plus motivant? Comment ça fonctionne? Alors, aux US, les coachs sont très motivants. Il y a toujours ce qu'on voit un peu dans les films, les discours d'avant-match au football américain, les choses comme ça. Ils sont très bons là-dedans. Ils savent te mettre les frissons, ils savent te faire monter les battements de ton cœur juste en te parlant. Donc ça, c'est assez unique. Après, moi, j'ai pas besoin de ça. J'ai une motivation, d'ailleurs, je sais pas d'où je la sors, mais je l'ai depuis que je suis petit. J'ai pas besoin qu'on me motive. J'ai envie de faire quelque chose, je vais me donner tous les moyens pour le faire. Et ça, on en a parlé dès le début parce que j'ai pas besoin de tout ça. Par contre, il y a des moments où il va me pousser à faire des choses que j'étais pas capable de faire la veille, quoi. Et ça, genre quoi? Je vais parler plutôt de temps et de performance, mais des répétitions, par exemple, je pensais que j'étais capable de faire 10 fois 100 avec une moyenne de 1,10. C'est très technique, là. Mais il va me dire, non, c'est une 5 ce soir. Si tu ne fais pas une 5, tu ne seras pas champion olympique. Est-ce que l'humilité, ça s'apprend? Je pense pas. Enfin, oui, bien sûr, ça s'apprend. Mais pour moi, en tout cas, c'est mon éducation. C'est mes parents qui m'ont inculqué ça depuis le début. Après, ça évolue aussi. Ça évolue, par exemple, en fonction de mon statut. J'ai toujours besoin de me retrouver dans ma famille, de parler de choses simples pour essayer de redescendre un peu sur terre, etc. Mais ça vient de mon éducation. Et après ce que tu as fait au JO, est-ce que tu as l'impression... on avait eu cette conversation avec Teddy Riner et ça fait partie des choses qui l'ont déstabilisé dans un premier temps, mais motivé après, d'être l'homme à abattre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'entraînent avec ta photo au moment où ils vont taper le mur de la piscine, quoi. Ouais, ça, c'est quand on passe de chasseur à chasser, justement. C'est un gros point dans la préparation mentale. Il y a 3-4 ans, j'avais du mal à être favori, à arriver et gagner une course. Parce que, justement, tout le monde avait le couteau entre les dents, envie de me rattraper, avait bossé dur pour ça. Et moi, j'avais l'impression que je ne faisais pas ma course, en fait. Je faisais la course des autres. Et j'étais focalisé sur ce qui se passait autour et pas moi. Donc ça, j'ai vachement bossé dessus. Les États-Unis m'ont beaucoup aidé. Mon préparateur mental, mon coach, Bob Bowman. Le fait d'arriver favori et de kiffer, tout simplement. Je suis à la ligne numéro 4, j'ai le meilleur temps. Ça change rien, en fait. C'est comme si on repartait de zéro à chaque fois. Et j'essaye de faire ce que je peux et de me dépasser. Est-ce que tu écris? Ouais, j'écris depuis les championnats du monde il y a 2 ans. En fait, c'est une copine à mes parents qui s'appelle Martine qui m'a dit un jour, on était au marché, je me rappelle, à Biarritz, je crois. C'est un petit détail, mais elle m'a dit est-ce que tu écris? Est-ce que tu écris? Et tout de suite, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, mais ouais, il faut que j'écrive parce que j'ai vu des trucs de fou, en fait. J'ai vu des trucs de fou et raconter de l'intérieur, en fait, ce serait énorme de pouvoir le marquer sur un papier et de pouvoir le revoir dans 10 ans et me dire, putain, j'ai vécu ça, quoi. Donc j'écris depuis peu. Parce que depuis tout à l'heure, on dit qu'il y a des choses que tu dois penser, vivre, noter, même des équations qu'il y a dans ta tête, il faut absolument les coucher, en fait. Parce que ce que tu as vécu, peut-être personne ne le vivra à ta place, peut-être tu ne le revivras pas. Il faut un côté testimonial, tu en as conscience de ça? Ouais, c'est clair. Après ça, moi, j'ai envie de le partager. Peut-être dans le futur, parce que là, je suis encore dans mon projet de
voilà, de l'entraînement, d'essayer de perdre le moins de temps possible en dehors de ce que je fais dans l'eau, etc. Mais mon but plus tard, c'est de partager tout ça et de témoigner. C'est pour ça que quand on me voyait au bord du bassin, en fait, j'avais les yeux grands ouverts, j'essayais de prendre une photo un peu mentale et de me dire qu'est-ce que je ressens en ce moment, quelles sont les émotions et qu'est-ce que j'ai envie de partager plus tard. Sur ce truc de photographier un moment comme ça, c'est-à-dire que tu as les images, mais il n'y a personne qui peut retranscrire, il n'y a aucune image, aucune vidéo qui peut retranscrire ce qu'il y avait toi dans ta tête. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que c'est hyper difficile de décrire ces moments. Et je me suis rendu compte que pour décrire un moment, là, c'est une demi-seconde. C'est des moments où je sors de l'eau, je vois tout le monde qui est debout, les bras en l'air, je suis champion olympique. Ça, c'est des moments, et j'essaie de les écrire, mais en fait, il faut des lignes et des lignes. Il faut bien plus qu'un simple mot, en fait. C'est pour ça que je me suis rendu compte qu'il fallait écrire, parce que c'est difficile de décrire tout ça. Parce que, imaginons même un récit qui ferait 300 pages. 300 pages pourrait raconter ces 30 secondes. Parce qu'en fait, ces 30 secondes, c'est l'histoire d'une vie. C'est un mélange d'émotions, de ressentis, d'ambitions, d'échecs qui sont résumés en 30 secondes, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et en fait, j'ai vraiment eu un moment où j'étais vraiment seul. C'est à la chambre d'appel, juste avant ma première course, où on se dit, ça fait 4 ans qu'on prépare ça. Ça fait 4 ans qu'on prépare ça. Je suis chez moi à la maison. C'est ma spécialité, le 400 mètres 4 nages. Je vais rentrer dans le bassin. Je vais comprendre ce qui se passe. Et là, j'étais vraiment tout seul. Et c'est un moment où il faut qu'on essaie d'être concentré et d'avoir vraiment une énergie qui commence à monter. Et là, j'avais pas besoin de rien faire. Les gens, ils scandaient déjà mon nom alors que j'étais même pas rentré au bord du bassin. Et j'avais vraiment un truc mais qui m'a pris au cœur, quoi, qui est monté. Et j'avais chaud, j'avais tellement chaud. On a des parkas pour rentrer au bord du bassin de base. J'avais envie de l'ouvrir et de nager parce que j'avais trop chaud, il y a beaucoup trop d'énergie. Et ça venait même pas de moi. Donc c'était assez unique. Et ça, je l'ai vachement bien décrit quand j'ai écrit. Mais oui, effectivement, c'est des petits moments, ça dure quelques secondes. Mais il y a beaucoup à raconter de tout ça. Est-ce que tu peux me parler d'un mot, c'est la régénération? Parce que toi, tu en parles de manière, mais encore une fois, comme un geek. Moi, j'ai l'impression que tu refais tes stats dans Elden Ring, quoi. Après, c'est pas que scientifique, pour le coup. Il y a vraiment un côté humain, un peu mental, un peu des choses qu'on sent, qui sont pas forcément vraies, mais c'est pas grave, tant qu'on les sent et qu'on a l'impression que ça marche. En tout cas, moi, j'ai compris que mon corps était capable de se régénérer pendant une course, par exemple. Sur un 400 mètres 4 nages, on fait un 100 mètres de chaque nage, et le dernier 100 mètres en crawl, en général, on est cuit. On n'a plus d'énergie, on n'a plus de jambes, plus de bras. Mentalement, c'est difficile, on a du mal à respirer, on a les poumons qui brûlent, un peu comme à l'entraînement. Et ça, je l'ai répété plein de fois à l'entraînement. Et c'est des moments, aux 300 mètres, en général, je me dis, allez, le dernier 100 mètres, en fait, c'est comme si c'était le premier. Et c'est des messages un peu comme ça, j'en ai plein. Mais ça me permet de régénérer mon énergie, d'avoir une énergie positive. Et ça marche super bien. Ça marche super bien et j'arrive à me relancer, à finir bien la course, à remettre les jambes, etc. Et voilà, et je parle de régénération parce que je m'en sers vachement. Je crois beaucoup aux énergies et à tout ça. Et par exemple, quand je vais en course, ça me régénère aussi. Ça me permet de me détacher de ce que je fais dans l'eau, de compter les carreaux, de tout ça. Je sors la tête de l'eau, j'écoute mes cours de maths, mes cours de computer science, tout ça. Donc ça me permet de me régénérer aussi. T'es un phénix. C'est ça. Comme Iki. Exactement. Dernière question. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas posée, mais à toi, je suis obligé de la poser. C'est quoi ta définition d'une clique? Qu'est-ce qu'il évoque, ce mot? Il y a le clic. Qu'est-ce qu'il évoque? Je dirais, pour moi, de base, c'est vraiment le clic qu'on a sur notre souris, sur notre clavier, et quand on clique sur quelque chose. Après, ça évoque aussi c'est un moment, peut-être, je dirais un déclic, je dirais un changement. Il se passe un truc quand on appuie sur notre souris, par exemple. Et c'est quelque chose qui évoque un changement en nous, je pense. Moi, j'ai eu un déclic, par exemple, pendant le Covid, on en a parlé. J'ai commencé à faire des choix qui me correspondaient, etc. Il y a eu un clic, il se passait quelque chose en moi, dans mon cerveau et dans mon corps. Donc c'est ce genre de choses et c'est des moments qu'il faut apprécier. C'est pas forcément positif, des fois c'est négatif, mais ça permet d'avancer. Bienvenue dans notre clic. Merci. Merci Léon, je te kiffe trop.